Hasimbonanga Hasimbonango Mandela Tina. L'histoire des Juifs d'Afrique du Sud, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que 1948 marque une date importante pour l'Afrique du Sud. D'une part, c'est l'instauration du régime d'apartheid. D'autre part, la création de l'État d'Israël. Même si les nationalistes au pouvoir sont pour beaucoup de fiefés antisémites et pour d'autres, je dirais, des antisémites moins visibles et moins exubérants que certains des membres de ce parti, les relations vont s'établir très vite avec l'État d'Israël. L'Union sud-africaine reconnaît l'État d'Israël dès 1948 et Daniel Malan va être le premier chef d'État à se rendre en Israël. Ce sera en 1953, donc 5 ans après la création de l'État, certes en visite privée, mais malgré tout, c'est un signe. Alors pourquoi ce rapprochement entre l'Afrique du Sud et Israël ? Tout simplement parce que les deux pays sont relativement isolés sur la scène internationale. Israël est en but à l'hostilité du monde arabe, à l'hostilité du bloc soviétique. Et l'Afrique du Sud, avec ses lois sur l'apartheid, est en but à l'hostilité de tout le tiers-monde, l'Afrique, l'Asie et le monde arabe. Donc, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, selon le précepte bien connu, il y a un rapprochement entre les deux pays. Ce rapprochement va s'accentuer après 1973, quand, à la suite de la guerre du Kippour, beaucoup de pays africains vont rompre leurs relations avec Israël. Donc là, le rapprochement va être plus net. Il va y avoir beaucoup d'accords économiques, commerciaux. Ça va s'accentuer à partir de 1977, quand la droite arrive au pouvoir en Israël. Et on parle même de coopération nucléaire entre les deux États. Israël, qui dispose de la bombe atomique depuis le début des années 60, va probablement aider l'Afrique du Sud à avancer sur la voie du nucléaire, le régime d'apartheid souhaitant clairement se distinguer et obtenir une indépendance nucléaire face aux menaces africaines et communistes. Le problème, c'est que le régime d'apartheid est un régime qui n'est pas acceptable pour la quasi-totalité de l'humanité, ni pour beaucoup de juifs, heureusement. En Afrique du Sud, on trouve des juifs dans le Parti communiste et dans l'African National Congress, qui sont des mouvements clandestins, notamment Joe Slovo, qui est un juif lituanien à la tête du Parti communiste. Et on trouve aussi des juifs libéraux. La seule députée qui refuse clairement l'apartheid au Parlement, qui siège au Cap d'ailleurs et pas à Pretoria, c'est Hélène Suzman, qui est une juive libérale. Et les milieux économiques juifs également combattent l'apartheid en restant sur le terrain économique, en expliquant qu'on se prive avec l'apartheid d'une main-d'œuvre qualifiée ou qui pourrait l'être facilement, et qu'on réduit les chances de prospérité de l'Afrique du Sud. C'est le cas notamment de Harry Oppenheimer, qui dirige la De Beers, qui est une compagnie diamantaire, qui sera un des fers de lance de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Israël est condamné par l'ONU à plusieurs reprises pour aider le régime d'apartheid en matière d'armement d'une part et en matière économique d'autre part.
Et il va falloir attendre 1987 pour que Israël prenne ses distances vis-à-vis de ce régime, qui est clairement un régime inhumain. Heureusement arrive à la tête du pays en 1990 Frédéric de Klerk, qui était un bon Africain jusque-là, mais qui comprend qu'il faut négocier avec la majorité noire. Et il est plus à l'aise pour le faire que c'est la fin de l'Union soviétique et du bloc soviétique en 1990-91. Et donc, il va libérer Nelson Mandela, qui était condamné à perpétuité par le régime d'apartheid, prétendument pour appel à la révolte. Mandela, qui étant le chef de l'African National Congress, l'ANC, va prendre le pouvoir à partir de 1994. Cela ne signifie pas que les relations vont devenir bonnes entre Israël et l'Afrique du Sud, parce que l'ANC a combattu et a travaillé avec les mouvements révolutionnaires arabes, notamment l'OLP, et considère qu'il y a une similitude totale de combat entre le combat qu'a mené l'ANC contre le régime d'apartheid et le combat de l'OLP contre Israël. Mandela n'est pas tout à fait sur cette ligne. Il sait que les Juifs sud-africains ont combattu l'apartheid, mais ils n'auront pas du tout avec l'OLP, même s'il établit des relations diplomatiques avec Israël, des relations diplomatiques normales. Ses successeurs vont avoir une attitude beaucoup plus dure à l'égard d'Israël, aussi bien Thabo Mbeki que Zuma, que actuellement le président Cyril Ramaphosa. Les relations avec Israël sont très tendues. Elles ne sont plus au niveau d'ambassadeurs, mais au niveau de chargés d'affaires, parce que l'Afrique du Sud est très hostile au gouvernement israélien. Les Juifs d'Afrique du Sud, au moment de l'arrivée au pouvoir de l'ANC de Mandela, sont pour certains partis pour des raisons économiques. Ils sont partis vers les États-Unis, l'Australie ou la Grande-Bretagne. Mais il en reste encore 70 000 dans deux villes, essentiellement le Cap et Johannesburg, qui continuent à vivre normalement. Mais la communauté vit mal la faiblesse économique de l'Afrique du Sud actuelle, où règne la corruption et où les affaires ne sont pas aussi prospères qu'elles l'étaient auparavant. Donc, on ne peut pas parler d'antisémitisme aujourd'hui de la part de la majorité noire à l'égard des Juifs d'Afrique du Sud, mais la mauvaise situation économique d'une part et la mauvaise qualité des relations entre Israël et l'Afrique du Sud fait qu'on a affaire à une communauté qui est un peu fragilisée et déstabilisée, mais qui, pour l'instant, continue à assumer une présence juive vieille de 2 siècles en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud multicolore et arc-en-ciel. C'était l'histoire des Juifs d'Afrique du Sud, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.